Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos ordinateurs, vos téléphones pour nous suivre tous les jours du lundi au vendredi et sans oublier bien sûr les samedis et dimanches dans le cadre de Paroles panafricanistes. D'ailleurs, le sujet que nous mettons sur la table au cours de cette autre journée, Nigeria, les biolaboratoires américains actifs, agents vecteurs de pandémie, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, selon le ministre de la Défense, le personnel militaire et les diplomates américains sont vaccinés contre la variole depuis 2003. En outre, les laboratoires américains sont dispersés dans tout le Nigeria. L'OMS cite le pays comme la source de la propagation de la variole du singe, nous dit-on. On appelle cela le monkeypox. Les États-Unis considèrent la variole comme un agent biologique pathogène prioritaire pour un usage militaire, a déclaré Igor Kirillov, chef des forces de défense radiologiques, chimiques et biologiques des forces armées russes. Selon lui, tous les militaires américains sont obligatoirement vaccinés contre la variole depuis 2003. En outre, la vaccination aux États-Unis est obligatoire pour le personnel diplomatique et médical. Cela démontre que les États-Unis considèrent l'agent pathogène de la variole comme un agent biologique pathogène prioritaire pour le combat et que les activités de vaccination menées visent à protéger leur propre contingent militaire, a expliqué M. Kirillov. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que le ministère russe de la Défense a rappelé que le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la souche ouest-africaine de l'agent pathogène de la variole de singe, a commencé à se propager à partir du Nigeria. Selon les informations disponibles, il y a au moins 4 biolaboratoires contrôlés par Washington qui opèrent au Nigeria, a souligné M. Kirillov. À cet égard, eh bien, la Russie appelle les dirigeants de l'OMS à enquêter sur les activités des laboratoires nigérians financés par les États-Unis à Abuja, Zaïria et Lagos. L'un des premiers cas de monkeypox a été signalé par l'Agence nationale de santé britannique. C'était le 7 mai dernier. Elle a été détectée chez un homme qui revenait du Nigeria. Des cas ont ensuite été confirmés en Australie, en Belgique, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, eh bien, aux Émirats arabes unis et surtout en Finlande. Selon toujours les informations que nous recevons au 22 mai, l'OMS a déclaré que 92 cas de variole du singe avaient été signalés dans 12 pays et que la maladie était suspectée chez 28 autres personnes. Aucun décès dû à la variole du singe n'a encore été enregistré. Le ministère britannique de la Santé a noté qu'une proportion importante des cas détectés concernaient des hommes homosexuels et bisexuels et a invité cette partie de la société à être particulièrement vigilante. Eh bien, voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Nigeria, des biolaboratoires américains actifs, agents vecteurs de pandémie, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yambin Timba, il est économiste et il est avec nous encore dans le cadre de Paroles panafricanistes. Docteur Yambin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoss. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Très heureux de vous avoir sur notre plateau encore aujourd'hui. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que le ministère russe des Affaires étrangères et surtout de la santé publique a découvert finalement que du côté du Nigeria, eh bien, les Américains ont des biolaboratoires qui sont actifs et qui peuvent être à l'origine de la variole du singe. C'est probablement l'une des déclarations les plus graves qu'on ait pu entendre, surtout lorsque vous êtes parmi les pays qui sont limitrophes avec le Nigeria. Oui. Il faut comprendre que nos États, dans leur configuration actuelle, même avec la taille du Nigeria, sont des États très fragiles. Et les gens devraient tenir compte, quand je dis les gens, je veux dire les citoyens de nos pays, devraient sérieusement faire attention, parce que cet émiettement de nos États est l'une des raisons pour lesquelles il est très facile de leur faire du chantage, est très facile de les insérer dans des programmes qui sont totalement incontrôlés par les instances ou disons par des autorités africaines. Il n'est pas interdit que les Africains fassent des recherches en matière bactériologique, mais il est essentiel, compte tenu de la sensibilité de ce type de recherche, que ce soit encadré par des mécanismes locaux. Et il est toujours important que ce type de recherche soit des recherches entièrement nationales. Vous ne trouverez dans aucun pays sérieux, vous ne trouverez pas aux États-Unis
des laboratoires installés par le Venezuela ou par la France ou par le Canada. C'est impossible. Vous ne trouverez pas en Russie des laboratoires installés par l'Arabie Saoudite ou, je ne sais pas moi, par la Chine ou par les États-Unis. Ça ne se fait pas. Parce que les études bactériologiques sont d'une sensibilité telle que l'ONU, la communauté internationale, a dû prendre un certain nombre de textes pour interdire certaines et pour encadrer strictement d'autres. Parce que les armes bactériologiques sont des armes de destruction massive. Et à moins que les Occidentaux, quand ils parlent des armes de destruction massive, ce ne soit que pour la propagande de guerre, mais si c'est vraiment avec ne serait-ce qu'une once d'humanité, il est inacceptable que des laboratoires existent dans quelques pays africains que ce soit et que ces laboratoires ne soient pas le fruit des efforts de ces pays et contrôlés strictement par ces pays-là. Il faut que nous fassions très attention, mais cela soulève également une question qui est grave. Oui. L'Afrique est-elle capable, contrôle-t-elle vraiment son espace géographique aujourd'hui? Est-ce que nous contrôlons notre espace géographique? Est-ce que nous avons la capacité, telle que nous sommes émiettés, de pouvoir dire non à un certain nombre de choses et de pouvoir contrôler notre espace pour nous assurer qu'il ne s'y trouve pas des choses qui s'attaqueraient à notre propre survie? Est-ce que le Niger était justement au courant que les Américains avaient installé justement sur leur sol, moi je vous poserai cette question, des biolaboratoires comme par exemple garder, on va le dire, la variole du singe? Mais c'est ça le problème de fond. Est-ce que, d'abord, comment se fait-il que les Américains aient, quelle que soit la raison, une seule infrastructure de recherche au Nigeria et que le Niger ne soit pas au courant? Ça m'étonnerait. Je pense que le Nigeria doit parfaitement, le gouvernement nigérien doit être parfaitement au courant qu'il y a ces recherches là-bas. Mais maintenant, si les populations nigérianes, elles sont au courant, certainement pas. Certainement pas. Et c'est tout ça le problème que nous avons dans nos États. Nous allons devoir faire un choix. Soit nous allons protéger les populations africaines, soit nous n'allons pas les protéger. Soit nous allons continuer à jouer le jeu d'un certain nombre de puissances internationales pour tirer quelques prébendes, quelques subsides et sacrifier nos populations. Soit nous allons être sérieux et nous organiser pour que cela ne se produise pas. Mais en même temps, il faut que nous évitions les initiatives à l'emporte-pièce qu'on voit un peu partout en Afrique, oui, et que ce soit des choses structurées, des choses avec des objectifs précis, et que nous ayons des États qui sont dirigés par des gens qui sont absolument rigoureux. Il y a beaucoup de présidents africains qui laissent faire certaines choses, même si par ailleurs ils sont très rigoureux sur d'autres, mais ils laissent faire certaines choses et ces choses, à un moment donné, se révèlent extrêmement délicates et dangereuses pour nos populations. Donc je crois que ça pose un problème de fond. Est-ce que dans sa configuration actuelle, il y a en Afrique un seul pays qui est capable vraiment de s'opposer à cette espèce de, si vous voulez, de paradigme destructif dans lequel l'Occident veut installer le monde? Il est important que nous arrivions à une revision de la structuration du monde aujourd'hui, parce que si effectivement nous avions un mécanisme continental de contrôle des recherches en matière dans tout le domaine, eh bien ce serait l'idéal. Vous allez me dire, mais il y a un commissaire qui s'occupe de la recherche scientifique et technique, oui, au niveau de l'Union africaine, mais l'Union africaine, c'est une organisation de l'Union européenne, c'est une filiale de l'Union européenne. L'Union africaine est une filiale de l'Union africaine, de l'Union européenne. Oui. Celui qui vous finance est votre patron. Oui. Et si quand quelqu'un vous finance, vous êtes sa filiale. Donc l'Union africaine est une filiale de l'Union européenne, ce qui veut dire que l'Union européenne elle-même étant une petite filiale, oui, des États-Unis, eh bien l'Union africaine n'est qu'une filiale au second degré des États-Unis à l'heure actuelle. Il va falloir faire très attention en Afrique et mettre fin à ça. Il faut rapidement mettre fin à ça. Et pour y arriver, il nous faut au minimum des États au niveau des sous-régions, les États-Unis, de la CEDEAO, que nous ayons un État de la CEDEAO, un État de la CEAC, de la SADC, de la COMESA, du Maghreb. Ça va nous permettre de l'Afrique du Nord. Donc, c'est ça qui va nous permettre
avec ces 5 États au moins, si nous n'allons pas tout de suite aux États-Unis d'Afrique, de pouvoir contrôler ce genre de choses. Parce que si nous avions un État de la CEDEAO, tout ce qui est comme laboratoire qui s'installe au Nigeria devrait être contrôlé par un ministère de la Santé. Et je crois qu'un ministère de la Recherche, de la Santé, et de l'enseignement supérieur, et toutes ces choses-là, je crois que ce serait difficile de les faire accepter. Par contre, il y a des compromissions au niveau international dans lesquelles se retrouve un certain nombre de dirigeants, mais également un certain nombre de leaders dans nos pays. Et finalement, ces gens-là peuvent pousser les États à se compromettre dans des choses qui sont extrêmement dangereuses pour nous. Imaginez que si il s'avère qu'effectivement il y a ces laboratoires, mais les gens ne le diraient pas comme ça, pour le dire. Imaginez qu'un seul laboratoire de ce type au Nigeria explose. Vous imaginez les conséquences. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, parce que le Nigeria est là, au milieu de tout ça. Donc, vous imaginez ce que ça signifierait? Personne ne sait que ça existe, on n'a aucune idée des mesures de sécurité, etc. Il faut que nous sachions que notre salut viendra du fait qu'on se mette ensemble et qu'on va contraindre tous les États, tous les peuples à suivre un canevas qui respecte la valeur fondamentale des Africains, c'est-à-dire la vie. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de retrouver, je suis sûr que tous les Nigérians tombent des nues quand on leur raconte cette affaire-là. Il y a des laboratoires chez eux, mais comment... Dispersés dans tout le pays, il faut bien préciser que c'est ce que déclare le ministre russe de la Défense. Comment, depuis quand? Comment, depuis quand? Et je pense que le Nigeria va prendre les bonnes mesures. C'est un pays où, quand il faut prendre les mesures pour régler un problème, on sait le faire. Donc, je pense que le Nigeria va régler le problème parce que le Nigeria, aujourd'hui, est considéré par tous les Africains, parce qu'on n'en connaît pas un seul, par tous les Africains comme le leader que nous devons à la fois écouter et soutenir, mais qui doit être à l'écoute du reste du continent. Et quand vous êtes le leader d'un continent, le moindre faux pas qui pourrait remettre en question ce leadership-là est quelque chose d'extrêmement délicat. Et il va falloir faire très attention. Le Nigeria doit faire extrêmement attention sur ce plan-là. Ces élites devraient faire attention de ne pas tomber dans des compromissions au niveau international qui mettraient en danger non seulement la vie de tous les Nigérians, mais la vie de tous les pays africains. Sommes-nous finalement dans une guerre bactériologique quand on sait pertinemment que, selon le ministère russe des Affaires, selon le ministère russe de la Défense, depuis 2003, justement, les soldats américains, les militaires américains sont vaccinés de la variole? Mais les États anticipent. Il ne faut pas imaginer un seul instant que dans nos pays actuels, que les choses devraient nous surprendre. Les grands pays dans le monde, les choses ne les surprennent pas. Ces gens ne sont pas surpris. Ces gens, en réalité, préparent un certain nombre de choses et ont 2-3 coups d'avance sur les autres. Quand vous voyez quelque chose apparaître à un moment donné, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé 30 ans auparavant. Ces gens-là sont vaccinés contre la variole. Naturellement, la variole est une maladie. Je crois qu'il y a des vaccins qui existent partout. Mais en même temps, systématiquement, s'ils vaccinent tout le monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Ils ont découvert quelque chose et ils n'en partagent certainement pas l'information. Oui. C'est un. Et de deux, nous devons avoir des politiques propres, des politiques nationales de santé qui ne soient pas dépendantes de ce que l'OMS déclare ou de ce que... Je vous donne quand même la déclaration du ministre russe de la Défense. Il déclare « Cela démontre que les États-Unis considèrent l'agent pathogène de la variole comme un agent biologique pathogène prioritaire pour le combat et que les activités de vaccination menées visent à protéger leur propre contingent militaire. » C'est un ministre de la Défense qui parle, et puis c'est un général, un officier supérieur, un officier général de l'armée. Il sait de quoi il parle. Il ne dit pas n'importe quoi. Il dit pas. On peut pas. C'est pas le genre d'accusation là. C'est pas des choses qu'on dit voilà, comme ça au hasard. C'est pas un politique en soi. C'est d'abord un militaire. Et de manière générale, il arrive à ça après un certain nombre de choses. C'est pour ça que je dis encore que nous devons avoir des politiques endogènes, des politiques nationales en matière de recherche. La recherche est l'un des éléments les plus stratégiques dans un pays. La recherche scientifique et technique.
Et ça relève de la sécurité nationale. Il n'est pas acceptable, envisageable et même imaginable pour un pays que sa recherche soit inféodée à un autre pays. Si votre recherche scientifique n'est pas contrôlée, tenue et bien maîtrisée par vos autorités, vous êtes un pays livré aux autres. Et observer les autres. La recherche scientifique, c'est aussi la veille stratégique, la veille géostratégique aussi. Vous observez qu'est-ce qui est nouveau chez les autres. Pourquoi un pays peut décider à un moment donné de vacciner systématiquement tous ses citoyens qui sortent de son pays contre quelque chose? Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous devez réagir, vous devez chercher à savoir pourquoi, mettre vos scientifiques à contribution, votre diaspora, vos amis, etc. C'est extrêmement important. Les gens ne doivent pas, chez nous, être naïfs. Les gens ne doivent pas tout le temps dire « Ah, on ne sait pas ». Non, cette attitude de « Ah, on ne sait pas, ah, on va faire comment, ah, bon, on verra ». Non. La résignation. Non, nous ne devons jamais être résignés. Nous ne devons jamais être dans cette attitude qui consiste à dire ça passera aussi. Non, ça ne passe pas. Les choses ne passent pas. Parce qu'à force de dire ça passera aussi, vous avez vos familles qui souffrent, vous avez vos enfants qui n'ont aucune perspective d'avenir. Vous-même, vous êtes dans une situation vous êtes dans des difficultés permanentes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous devons avoir des diplomates qui sont très, très lucides. Nous devons avoir des dirigeants extrêmement lucides et proactifs. Nous devons clairement identifier quelles sont les attentes et les idéaux de nos peuples. Nous devons nous organiser en fonction de cela. Mais on ne peut pas. Vous ne pouvez pas, si vous êtes le Gabon, le Cameroun, vous êtes l'Érythrée, vous êtes le Bénin, vous ne pouvez pas faire face à la capacité de recherche scientifique et technique des États-Unis d'Amérique, ou de la Chine ou de la Russie. Même simplement la capacité de la France. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le même niveau de puissance. Vous n'avez pas la même capacité en termes d'infrastructure et en termes de ressources humaines. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Le réalisme veut que nous nous mettions ensemble. Le réalisme veut que nous sachions que si vous mettez aujourd'hui, vous créez aujourd'hui les États-Unis de la CEDEAO, vous produisez plus d'ingénieurs que toute l'Union européenne sous 3-4 ans. Sous 3-4 ans, vous allez commencer à produire, max 5 ans, vous allez commencer à produire beaucoup plus d'ingénieurs qu'eux. Vous allez avoir au moins autant de médecins chaque année qu'eux. Mais tant que vous êtes le Burkina Faso, mais comment vous allez produire combien de médecins, combien d'ingénieurs? Nous devons revenir à l'économie de manière sérieuse. C'est la base de tout. Parce que là, on va vous dire laboratoire, mais c'est parce que sur leur économie a les capacités d'installer ces laboratoires-là. Oui. L'économie, c'est 3 choses. Les ressources naturelles, nous en sommes abondamment pourvus. Les ressources humaines, nous en avons de bonne qualité, mais nous sommes en train de les laisser se détruire parce que nous n'arrivons pas à guérir de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, et nous nous laissons aller. Il faut développer nos ressources humaines. Il faut les encadrer, il faut les contrôler, il faut les structurer et il faut s'assurer qu'elles sont là et qu'elles sont idéologiquement formées, comme le disait Thomas Sankara. Et puis la troisième chose, c'est le capital. Le capital, c'est nous qui le produisons. C'est essentiellement tout ce qui est financier, la monnaie, l'argent, les finances, etc. Donc, nous devons nous assurer que nos ressources naturelles nous permettent soit gérées par nos ressources humaines et que cela permette de développer nos ressources humaines et que ce diptyque-là nous permet de développer le capital suffisant pour que les 3 éléments produisent le bien-être de nos populations et leur sécurité. C'est extrêmement important. Il n'est pas sûr que les Nigérians étaient au courant qu'il y avait des laboratoires chez eux. Il n'est pas sûr que le gouvernement savait même ce qu'on y fait. Il n'est pas sûr qu'il y ait des rapports publics chaque année qui disent ce qui s'y passe. Et donc, il n'y a qu'un État puissant, assez puissant pour être capable de s'opposer aux États-Unis, à l'Union européenne, à la Chine, à la Russie, qui peut le faire. Et ça, c'est au minimum les États-Unis de la CEDEAO. Une question pour sortir justement de cette autre édition de Parole panafricaniste. Se dirige-t-on vers une guerre bactériologique? Nous sommes déjà dans une guerre bactériologique. Il y a un nouveau paradigme de la guerre aujourd'hui. Obama répondait à Mitt Romney pendant la campagne de 2012. Il lui disait, mais sénateur, nous n'allons plus combattre. Ce n'est pas le nombre de bateaux ou le nombre de fusils qui vont gagner la guerre. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le nombre de fusils, ce n'est pas le nombre de bateaux. Ce n'est pas avec ça qu'on va gagner les guerres futures. Ça veut dire qu'on va gagner les guerres futures avec autre chose.
ça va être l'électronique, ça va être l'informatique, les télécommunications, ça va être justement aussi la maîtrise des mécanismes de la biologie. Or, tout ce qui est informatique et technologique et télécommunications, pour l'essentiel ou électronique, pour l'essentiel, ça ne détruit pas les armées, ça détruit les équipements, les infrastructures. Mais ce qui est bactériologique détruit directement les hommes. Et ça fait plus mal parce que ça détruit votre armée, ça détruit vos ressources humaines. Et puisque vous n'aurez plus de ressources humaines, vous n'êtes pas capable de vous opposer aux autres. Il va donc falloir que nous mettions, il est urgent que nous mettions sur ce terrain-là pour pouvoir anticiper sur ce que les autres font, pour pouvoir être à leur niveau, pour pouvoir contrer ce qu'ils font. La guerre bactériologique est l'assurance pour les pays qui la maîtrisent, qui en ont développé les armes, que vous ne pouvez pas qu'on ne peut pas leur résister. Avec justement ces nombreux biolaboratoires dispersés, biolaboratoires américains dispersés au Nigeria, l'Afrique est en danger? Très en danger. Il n'y a qu'à voir la succession d'épidémies que nous avons vécues depuis les années 80-90. Vous êtes parti du sida, l'Ebola, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement depuis les années 80. Oui. Au cours de 40 ans, nous avons connu tellement de pandémies. On ne sait même pas comment l'Afrique fait pour rester debout. Mais ça, c'est aussi le tic qui doit tout de suite nous faire changer la façon dont le regard que nous posons sur le monde et instaurer le nouveau paradigme que nous appelons de tous nos voeux. La vérité est qu'aujourd'hui, les hommes les plus lucides d'Afrique sont les panafricanistes. Et ces panafricanistes-là doivent conquérir le pouvoir. Quand ils auront conquis le pouvoir, ils sauront instaurer d'autres choses. Les Américains croient qu'un pays qui leur permet d'installer des biolaboratoires sur son territoire est leur ami. Ce pays n'est pas forcément plus ami avec eux qu'un pays qui le leur interdira. Un pays qui le leur interdira va sauver leur population à eux. Un pays qui accepte ce genre de choses fait preuve de faiblesse et laisse les États-Unis développer quelque chose qui va détruire leur propre pays. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, il est clair que quand vous observez ce qui se passe les 40 dernières années, le sida, l'Ebola, H1N1, le Covid-19, la vérité c'est que ce n'est pas en Afrique qu'on a eu le plus de morts. Le sida a peut-être fait des ravages terribles. Une guerre avec la variole du singe. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser parce que la première défense dans l'histoire de l'humanité, c'est l'union. Nous devons d'abord nous unir et nous assurer que cette union nous fait parler d'une seule voix. Il ne doit pas y avoir des pays qui disent oui aux Américains et d'autres qui leur disent non. Des pays comme le Cameroun ont refusé le siège d'Africom. Il n'est pas bon qu'à côté du Cameroun, il y ait des laboratoires bactériologiques secrets américains. Ça veut dire que les Africains ne s'entendent pas. Et ça, vous le savez, c'est essentiellement là-dessus qu'ils se basent pour nous faire le plus de mal possible, continuer à piller et dominer nos pays, c'est-à-dire la division. Il ne faut pas que nous restions divisés. Et les populations européennes, les populations américaines, les populations nord-américaines, les populations des pays de l'OCDE doivent savoir que le combat qui est mené ici, sur le sol africain, par les panafricanistes, c'est un combat pour les peuples, tous les peuples du monde. C'est un combat qui va libérer tous les peuples du monde d'un groupe de personnes qui ont pris l'humanité en otage et qui, à terme, vont l'amener à sa destruction. Cela s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité où on a vu des civilisations se détruire complètement et disparaître. Donc, il faut que les populations européennes, américaines, coréennes, canadiennes, de toute l'Europe puissent s'allier à nous pour ce combat. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat contre quelqu'un. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un, c'est un combat pour la vie. Et la vie, elle se trouve partout et nous avons intérêt à la protéger. Merci beaucoup, Dr Yamtima, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.